Bonjour à tous, je m'appelle le docteur Benjamin Terrier, je travaille en médecine interne à l'hôpital Cochin et notamment aussi au sein du groupe français d'études des vascularites. Et nous travaillons de manière assez proche de l'association France Vascularite qui nous a demandé de vous proposer ces petites vidéos, donc celle-ci sur le thème de la vascularite à IgA de l'adulte, anciennement purpura rhumatoïde, qui maintenant s'appelle désormais vascularite à IgA pour immunoglobuline A. Alors juste un bref rappel pour dire que c'est une maladie qui a été décrite il y a maintenant presque un peu plus de 2 siècles par Enoch puis Schönlein et c'est pour cette raison que la maladie était appelée notamment avant la maladie de Enoch-Schönlein, avant d'être appelée purpura rhumatoïde, puis maintenant vascularite à IgA. C'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte et cette grande fréquence chez l'enfant par rapport à l'adulte est associée à un pronostic et globalement une sévérité qui est beaucoup moins importante que chez l'adulte. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que chez l'enfant la maladie est fréquente mais le plus souvent bénigne, alors que chez l'adulte elle est beaucoup plus rare mais touche plus souvent des organes importants comme notamment les reins ou le tube digestif. Alors, c'est une vascularite dit des vaisseaux de petit calibre, c'est-à-dire que sur ce schéma qui est un petit peu le système qui nous permet de définir les vascularites, eh bien, vous voyez, je l'ai entouré ici, c'est une vascularite des vaisseaux de tout petit calibre, c'est-à-dire les vaisseaux dans les tissus, et elle est définie par le fait d'être une vascularite associée à la présence de dépôts d'anticorps au niveau des petits vaisseaux, et c'est ces dépôts d'anticorps qui vont être responsables de la vascularite et de l'inflammation. Donc je le rappelle, une vascularite, c'est une inflammation des vaisseaux, et quand cette inflammation se produit, eh bien, le vaisseau fait mal son travail de fournir l'oxygène aux organes. Et donc la caractéristique, c'est que les dépôts d'anticorps au niveau des petits vaisseaux, eh bien, ce sont des immunoglobulines A ou IgA, d'où le nom de la maladie. Alors, la présentation clinique est assez simple, même si elle n'est pas très spécifique en soi, mais c'est vrai qu'il y a une triade qu'on retient habituellement, qui est la triade douleur articulaire, que l'on appelle des arthralgies, purpura vasculaire, on va voir des photos de purpura, ces petites taches rouges sur la peau, et douleur abdominale. Et donc, comme je vous le disais, cette pathologie est assez bénigne chez l'enfant, est assez fréquente et plus sévère chez l'adulte en raison des atteintes comme l'atteinte du rein. Et ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que souvent, pour nous médecins qui prenons en charge ces pathologies, l'atteinte du tube digestif va être celle qui va nous préoccuper le plus pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ulcère ou de perforation, notamment d'un ulcère au niveau des intestins, sur le court terme. En revanche, sur le long terme, une fois que la maladie est endormie ou qu'on pense qu'elle est endormie, ce qui va être pour nous l'élément de surveillance important, c'est le rein, parce qu'on sait que c'est une pathologie qui peut avoir envie d'irriter le rein de manière assez discrète. Alors, comme vous pouviez le voir, il y a un purpura vasculaire qui peut remonter assez haut jusqu'au niveau, en tout cas, de l'abdomen, des fesses, et qui, quand on biopsie, va retrouver ces petites taches rouges que vous pouvez voir sur l'écran en bas à droite. C'est ça qu'on appelle le purpura. Et à côté de ce purpura peut également se retrouver dans 2/3 des cas des atteintes des articulations avec des arthralgies, donc douleurs des articulations qui font notamment mal pendant la nuit, mal le matin au réveil et avec parfois un gonflement, ce qui fait prendre alors le nom d'arthrite quand en plus il y a un gonflement en plus des douleurs. Alors, l'atteinte digestive, c'est le 3e point de la triade et donc ça, il se manifeste toujours par des douleurs au niveau du ventre et c'est vrai que l'importance des douleurs est pour nous un élément important à prendre en compte et c'est vrai que devant toute douleur du ventre, quand on suspecte une vascularite ou cette vascularite à IgA, ça va être l'occasion de faire notamment un scanner abdominal ou parfois une fibroscopie de l'estomac ou une coloscopie pour être sûr qu'il n'y a pas
une atteinte qui pourrait à un moment aboutir à une perforation notamment de l'intestin et peut-être avoir recourir à la chirurgie. Alors enfin, l'atteinte rénale. L'atteinte rénale, c'est une atteinte qui est assez proche d'une maladie rénale sans donner du tout de vascularite qu'on appelle la néphropathie à IgA. Et en fait, il est très difficile, voire impossible de distinguer la néphropathie à IgA de la vascularite à IgA pour ce qui concerne le rein. Et ce qui est important, c'est que, comme je vous le disais, elle est plus rare chez l'enfant, plus fréquente chez l'adulte, et pour nous, c'est l'élément que l'on va surveiller en tout cas au début de la maladie, mais surtout au cours du suivi pour vérifier que ne s'installe pas à bas bruit une inflammation des reins que l'on observe notamment par le fait que la créatininémie, qui est un paramètre de la prise de sang, s'élève ou que la quantité de protéines dans les urines augmente. Et l'élément vraiment très fréquent, c'est qu'on retrouve ce qu'on appelle une hématurie, c'est-à-dire qu'il y a un excès de globules rouges au niveau des urines, mais l'excès de globules rouges peut se voir dans plein d'autres types de problèmes, quand on a un calcul dans les reins, quand on a une infection urinaire. Donc, bien entendu, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure dès qu'on a un peu de sang dans les urines, s'il n'y a pas le contexte évocateur d'une vascularite, mais éventuellement avec son médecin traitant, voir les autres atteintes. Alors, ça, c'est un petit peu technique, mais il y a plusieurs types d'atteintes rénales, notamment quand on fait une biopsie du rein. Alors, dans cette pathologie, on ne fait pas forcément très fréquemment de biopsie du rein. On la fait uniquement si on trouve que l'inflammation qu'on voit sur l'analyse de sang ou l'analyse d'urine est un petit peu trop importante, parce qu'en fonction du type d'inflammation au niveau du rein, eh bien, on peut être amené à traiter de manière un petit peu plus légère ou un petit peu plus lourde le patient. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ça peut toucher plein d'autres organes, mais c'est vrai que c'est quand même avant tout, encore une fois, les articulations, la peau, le tube digestif, donc le ventre, et les reins, qui sont vraiment les organes importants. Alors, sur la prise de sang, en fait, il n'y a rien de très spécifique à cette pathologie, contrairement à d'autres vascularites, parfois, où on peut détecter des anticorps ou autres. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les IgA qui donnent leur nom à la maladie, donc les immunoglobulines A, elles sont au-dessus de la norme chez environ la moitié des patients, mais il y a également des pathologies où ces IgA sont au-dessus de la norme sans qu'on ait cette pathologie. Donc c'est en fait un assez mauvais marqueur, et c'est surtout le diagnostic sur la présentation clinique, la biopsie qui va nous aider. Alors le pronostic, c'est-à-dire la crainte que l'on peut avoir sur le court terme ou le long terme, comme je vous le disais, à court terme, ce qui peut nous inquiéter, c'est quand il y a une atteinte du ventre, du tube digestif, avec des douleurs très importantes. Donc ça, c'est un point qu'on va regarder de manière très attentive au début. Il n'y a généralement pas d'atteinte digestive s'il n'y a pas de douleur au niveau du ventre. Et enfin, c'est surtout l'atteinte du rein qui va nous préoccuper en tout cas, et plus que nous inquiéter en tout cas, concentrer notre vigilance, c'est-à-dire en surveillant l'analyse d'urine et l'analyse du sang lors de la surveillance en tout cas avec le docteur. Alors concernant la prise en charge, elle s'adapte un petit peu au type d'atteinte, c'est-à-dire que quand c'est juste du purpura avec des taches rouges donc sur la peau et éventuellement quelques articulations douloureuses, donc des arthralgies, on peut être amené à donner du repos, des antalgiques, pas forcément des traitements trop lourds. Ce qui est important de retenir, c'est que les anti-inflammatoires qu'on peut être amené parfois à être tenté d'utiliser comme ça en automédication, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, l'Advil, ces choses-là, eh bien, c'est généralement assez contre-indiqué, notamment si on pense qu'il y a une atteinte de l'intestin ou une atteinte du rein. Et enfin, quand il y a une atteinte rénale, avec notamment un excès de protéines, eh bien vous verrez que parmi ce qu'on appelle les mesures de néphroprotection, donc pour protéger le rein, eh bien il y a certains traitements qu'on donne dans l'hypertension artérielle que l'on donne, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Et donc même si parfois les patients n'ont pas d'hypertension mais trop de protéines dans les urines, eh bien c'est un traitement qui permet de diminuer cet excès de protéines dans les urines et en fait de protéger le rein contre une irritation chronique. Alors, concernant les traitements, pour être un petit peu honnête, il y a globalement
pas d'étude qui ait permis de démontrer qu'un traitement est indispensable ou non dans cette pathologie. C'est-à-dire que quand on est amené à prescrire des traitements, on le fait par l'expérience qu'on en a, mais pas parce qu'il a été démontré dans une étude que tel traitement versus l'absence de ce traitement apportait un bénéfice. Donc ce qu'on peut être amené à utiliser de manière assez fréquente, c'est ce qu'on appelle la colchicine. Donc c'est un traitement qu'on donne aussi dans la crise de goutte par exemple. Donc ça c'est souvent un traitement qu'on donne pour calmer les poussées de purpura, donc quand il y a de la vascularite au niveau de la peau. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, eh bien c'est vrai qu'un protocole a commencé il y a maintenant quelques semaines qui s'appelle le protocole Colchivas, pour essayer de voir si la colchicine, ce qui est un petit peu ce que font les docteurs, eh bien est vraiment efficace pour prévenir les poussées de purpura au cours du suivi. Les corticoïdes, il n'y a jamais eu d'étude vraiment qui ait démontré que ça avait un bénéfice. Il y a eu beaucoup d'études faites chez l'enfant pour voir si ça protégerait de la survenue d'une atteinte du rein notamment, et ça n'a jamais été démontré comme indispensable. Chez l'adulte, il n'y a pas eu d'étude en fait qui a été faite, mais on a tendance à utiliser les corticoïdes puisque la vascularite est une maladie inflammatoire. Et bien quand il y a une atteinte des intestins, du rein, eh bien se discute parfois le fait de mettre des corticoïdes pour calmer cette inflammation. Donc c'est quelque chose qui se discute au cas par cas. Et ensuite, pour parfois une thérapeutique qu'on peut voir dans d'autres vascularites, qui est, on va dire, un peu le prototype des immunosuppresseurs, qu'on appelle le cyclophosphamide ou endoxan, qu'on utilise généralement dans les vascularites qu'on considère un peu sévères, un peu graves. Eh bien, une étude avait été faite, coordonnée par le docteur Pibou à Saint-Louis, qui avait regardé si ajouter du cyclophosphamide à la cortisone, eh bien apporter quelque chose par rapport à ne pas apporter ce cyclophosphamide mais à ne donner que de la cortisone. C'était une étude avec environ une trentaine de patients recevant chacun des deux schémas de traitement. Et la conclusion, c'était que d'apporter du cyclophosphamide, ça n'apportait pas de bénéfice par rapport à la cortisone seule. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais donner de cyclophosphamide. Il y a des situations parfois qui ne correspondent pas tout à fait eh bien, au profil des patients qui étaient dans cette étude. Donc, il vous sera peut-être proposé parfois quand même qu'on en donne de ce traitement, même si voilà, cette étude est ce qu'on appelle négative. Mais c'est pour dire que voilà, il y a quand même quelques données, mais qui ne permettent pas de franchement dire que c'est efficace, mais ne permettent pas non plus de dire que c'est jamais nécessaire. Et enfin, il y a le rituximab, qui est un anticorps également qu'on administre parfois par voie intraveineuse dans d'autres vascularites, et c'est également un traitement qui, si votre pathologie avait tendance à récidiver ou alors que le traitement n'avait tendance à ne pas bien marcher, qu'on pourrait être amené à vous proposer. Et ça, le docteur Romain Paul, qui est un collègue qui travaille maintenant à l'hôpital Foch à Suresnes, vient d'avoir un financement pour pouvoir débuter un protocole dans les prochains mois. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même probablement un petit peu de perspectives de traitement et notamment de protocoles dans le futur. Je vous ai dit, il y a donc le docteur Romain Paul qui va commencer cette étude, il y a le docteur Pibou qui a commencé l'étude de la colchicine, et il y a d'autres types de voies, notamment qui ont pour but de calmer l'inflammation ou la production des immunoglobulinas, ces fameux anticorps qui donnent leur nom à la maladie. Et donc ça fera probablement l'objet d'études dans les prochains mois ou prochaines années, et donc peut-être des stratégies plus efficaces. Et juste pour finir avec une diapositive sur ce que, on va dire, la pathologie pourrait pousser à devoir impacter, ce qu'on peut dire, c'est que quand on a une vascularité IgA, en gros, il faut vivre le plus normalement possible, c'est-à-dire que tous les voyages sont possibles, mais vous savez probablement que quand on a des immunosuppresseurs ou de la cortisone, il y a certains vaccins qui sont contre-indiqués, notamment la fièvre jaune, et donc il y a certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud où si il faut se vacciner avec de fortes doses de corticoïdes, vous ne pourrez pas faire le vaccin.
Il faut considérer que le risque d'infection dans cette pathologie, comme on donne des immunosuppresseurs moins lourds que dans d'autres, il n'est pas particulièrement important, même si dès qu'on a de la cortisone ou des immunosuppresseurs, il faut bien se vacciner. La contraception, il faut que ça soit celle, il n'y a pas de recommandation particulière. La grossesse, généralement, c'est quelque chose qui se passe bien dans cette pathologie, hein, donc il faut juste en discuter avec le docteur, et parfois retirer, quand le projet devient concret, les médicaments qui pourraient être contre-indiqués, notamment certains médicaments qui font baisser la tension. L'alimentation, à part si c'est de la cortisone à forte dose que vous prenez, il faut manger normalement. Il n'y a aucune donnée qui montre que faire un régime sans gluten, sans lactose ou sans je ne sais quoi apporte quelque chose. Et enfin, comme c'est souvent quand même des patients jeunes, il faut essayer d'avoir la vie la plus normale possible. Sauf que la petite particularité peut-être, c'est que souvent les poussées de purpura, elles peuvent être déclenchées quand on fait des longues marches, quand on saute sur place, enfin en gros quand on est longtemps debout. Et donc c'est vrai que parfois certaines activités comme de la randonnée peut déclencher quelques poussées de purpura, mais c'est des choses à prendre en compte et qui sont variables d'un patient à un autre. Donc voilà, donc pour conclure, c'est une vascularite assez rare chez l'adulte, beaucoup plus fréquente chez l'enfant. La triade à retenir, c'est les douleurs articulaires, les douleurs abdominales et le purpura, donc les taches rouges sur la peau. Et globalement, chez l'adulte, bien que ça soit une pathologie pas très fréquente, c'est une pathologie pour laquelle les docteurs savent généralement bien ce qu'il faut faire. Et comme je vous l'ai dit, à la phase un peu aiguë, quand on diagnostique la pathologie, c'est le ventre qui, généralement, s'il est très douloureux, focalise un peu notre attention. Et sur le long terme, quand c'est un petit peu venu le moment de la surveillance, surtout le rein. Voilà, et je remercie encore une fois l'association France Vascularite d'avoir proposé ces vidéos, et on est au niveau du centre de référence et sur le site internet également, mais aussi de l'association, vous savez, à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, merci.